Imaginez, vous avez passé des mois, voire des années à apprendre à coder. Mais lorsque vous décrochez enfin votre diplôme, vous avez beau envoyer CV sur CV, personne ne vous répond. Alors vous faites ce que vous savez faire de mieux, vous codez. Puis un jour, vous décidez de poster une vidéo d'un de vos projets sur YouTube, et contre toute attente, la vidéo explose. Ça, c'est pas une histoire que j'ai inventée. C'est ce qui est arrivé à un youtubeur du nom de Codestan qui, le 19 septembre 2024, a sorti une vidéo intitulée « J'ai créé un jeu multijoueur en partant de zéro parce que personne ne veut embaucher de développeurs juniors ». Et à l'heure où je vous parle, la vidéo a déjà fait plus de 300 000 vues en à peine 2 mois. Pour le coup, je pense que depuis, il a été contacté par des recruteurs. Alors, pourquoi je vous parle de ça? En fait, pour moi, cette histoire, elle est révélatrice d'un phénomène qui est bien plus large qu'une simple vidéo YouTube. Pour moi, ça marque la fin d'une époque, celle où trouver un travail en tant que développeur était super facile, et où on se faisait harceler par les recruteurs sur LinkedIn. Si vous étiez dev dans les 10 dernières années, vous savez de quoi je parle. Mais aujourd'hui, tout a changé. On assiste depuis 2022 à des licenciements en masse dans les métiers de la tech, et l'IA menace de remplacer directement nos compétences. Alors, comment on en est arrivé là? On avait un métier de rêve, envié par beaucoup. Alors est-ce que tout ça c'est vraiment fini? Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment le métier de développeur est passé d'un Eldorado à une industrie en crise, mais surtout je voudrais qu'on se pose la question, est-ce que derrière ce chaos apparent, se cacherait pas en fait une opportunité pour les développeurs? Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut qu'on remonte un peu dans le temps. Avant de devenir le métier tendance qu'on connaît, l'informatique c'était vraiment un truc de geek. On a tous en tête l'image de ces types un peu barbus en train de bricoler dans leur garage pour créer les premiers ordinateurs dans les années 80. Mais tout ça va changer au début des années 90 lorsque Internet devient accessible au grand public. L'adoption est super rapide parce qu'en à peine 10 ans, on a déjà plus de 350 millions d'ordinateurs connectés. Forcément, avec un tel engouement, il y a pas mal d'entreprises qui voient l'opportunité du siècle et c'est la ruée vers l'or qui commence. Du coup, le marché s'emballe. Les investisseurs mettent beaucoup trop d'argent dans des boîtes tech en espérant récupérer leur mise au centuple. Évidemment, leurs espoirs sont beaucoup trop élevés et la réalité finit par les rattraper au début des années 2000 lorsque ce qu'on appelle aujourd'hui la bulle internet finit par éclater. On assiste alors à un krach boursier qui ramène tout le monde les pieds sur terre et à ce moment, plein de gens pensent que c'est la fin d'internet. Et pour le coup, le métier de développeur qui a été brièvement sous le feu des projecteurs semble voué à retourner dans l'obscurité. Évidemment, vous connaissez l'histoire, c'est tout l'inverse qui s'est produit. À partir des années 2000, le secteur du web n'a fait que grandir, et on a l'apparition des géants de la Silicon Valley comme Facebook, Airbnb, Instagram, etc. À ce moment, c'est plus une bulle spéculative, le secteur du web devient vraiment un pilier de notre société. Et pour ceux qui y travaillent, évidemment, c'est un Eldorado. Le web, c'est une histoire de cycle. On a connu des montées fulgurantes et des effondrements brutaux. Mais ce qui compte, c'est que chaque effondrement ouvrait la porte à un nouvel âge. Et donc, après que la bulle internet ait éclaté, on a connu une période vraiment chouette pour les développeurs. Ce qui s'est passé à la fin des années 90 a permis à plein d'entreprises de prendre conscience que le code, c'était un levier extrêmement puissant pour augmenter leur croissance. Et donc à partir des années 2000, c'est tous les secteurs qui vont chercher à se numériser. Alors forcément, pour accompagner cette numérisation, la demande en développeurs explose. Sauf qu'on parle d'un métier qui est encore relativement nouveau, et donc on va vite se rendre compte qu'il n'y a pas suffisamment de développeurs sur le marché pour répondre à la demande. Or, vous savez probablement que quand un produit est rare, sa valeur augmente. Donc pour les développeurs, à ce moment-là, c'est vraiment la fête. La première chose, évidemment, c'est que les salaires augmentent. Par exemple, ici, sur ces deux graphiques du Bureau of Labor Statistics, on voit que l'évolution du salaire moyen aux US pour les métiers de la tech n'a fait que d'augmenter les 20 dernières années. Mais c'est pas tout, puisque les entreprises vont aussi faire des pieds et des mains pour garder les talents chez eux. Ils vont donc proposer des conditions de travail super avantageuses, comme de la nourriture gratuite, des horaires flexibles, du télétravail, des équipements sportifs, des assurances santé, et ça, notamment aux États-Unis, c'est hyper important. Et bien sûr, on a l'immanquable baby-foot. Bref, ce métier qui était encore considéré comme un passe-temps pour geeks quelques années auparavant, devient soudain la profession la plus hype du moment, où chaque jour les recruteurs essayent de nous débaucher. Et cet âge d'or a duré près de 20 ans, une période durant laquelle les devs étaient devenus les nouveaux rois du pétrole, quasiment intouchables. C'est un joli renversement de situation, puisque ceux qui étaient moqués jusque-là dans la culture populaire se retrouvent maintenant indispensables à l'évolution de la société. Mais voilà, comme souvent dans l'histoire, quand on baigne dans le confort et l'abondance, on finit par baisser sa garde. Et un jour, la réalité nous rattrape. Pour les développeurs, ce retour à la réalité allait être brutal. Le 28 octobre 2022, Elon Musk officialise son acquisition de Twitter. Et dans la foulée, il vire plus de la moitié des employés de l'entreprise. Alors, c'est bien connu qu'Elon Musk a des méthodes de gestion d'entreprise qui sont quelque peu extrêmes, mais en l'occurrence, ici, c'est pas un cas isolé. Puisque dès le printemps 2022, plusieurs grosses entreprises tech commencent à virer des employés par dizaines de milliers. On parle de plus de 400 000 licenciements entre 2022 et 2023 dans le secteur de la tech. Et c'est comme ça qu'après 2 décennies d'insouciance, un nouveau sentiment s'installe chez les développeurs, celui de perdre son emploi. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on assiste
assiste à une chute aussi spectaculaire. En surface, la situation ressemble quand même pas mal à celle à laquelle on a assisté au début des années 2000, lorsque la bulle internet a explosé. Mais si on regarde de plus près, on constate que les choses sont un peu différentes. Dans les années 2000, on était face à une véritable bulle, c'est-à-dire que les investisseurs injectaient des millions dans des entreprises sans modèle économique dans l'espoir de revendre leurs parts plus chères. Tout a explosé quand ils se sont rendus compte que ces boîtes n'avaient ni clients ni revenus, la panique a pris le dessus et l'effondrement a été brutal. Aujourd'hui, on est plutôt sur une forme de rééquilibrage. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, les boîtes tech ont embauché en masse pour répondre à une demande temporaire. On était tous à la maison, on n'avait aucune idée de combien de temps tout ça allait durer, et les entreprises ont été hyper optimistes. Dans leur tête, tout le monde allait continuer à regarder Netflix toute la journée, à commander sur Amazon et à faire des apéros sur Zoom. Sauf que vous connaissez la suite. Après plusieurs mois de confinement, la première chose qu'on a tous eu envie de faire, c'est bien évidemment de se retrouver dans le monde réel. Et donc la demande exponentielle en services numériques qui était anticipée, et bah finalement, elle n'a pas eu lieu. Par conséquent, beaucoup d'entreprises se retrouvaient avec beaucoup trop d'employés et elles ont dû corriger le tir. Finalement, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est juste un retour à la normale, mais qui évidemment fait très mal pour les devs et les métiers tech en général. Mais le pire, c'est que les choses ne s'arrêtent pas là. Il n'y a pas que les licenciements qui posent problème. Aujourd'hui, on fait face à une crise économique qui va bien au-delà du monde de la tech. Donc pour essayer de ralentir l'inflation, les banques centrales vont augmenter les taux d'intérêt. En gros, elles vont rendre l'argent plus cher à emprunter. Ici, vous pouvez voir que les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne ont fait que d'augmenter depuis 2022. Concrètement, ça veut dire que si un investisseur veut emprunter pour financer un projet, ça va lui coûter plus cher. Alors forcément, ils vont se tourner vers des options qui sont pas trop risquées, comme des entreprises déjà bien établies qui génèrent des revenus réguliers. Par contre, tout ce qui est start-up ou projet innovant, ça vaut pas trop le coup, parce que vous savez que c'est ce genre d'entreprise qui va se planter très souvent. Le truc, c'est que c'est notamment ce genre d'entreprises qui vont avoir un gros besoin en développeurs. Par conséquent, avec moins de projets de ce genre qui sont financés, c'est tout naturellement que la demande en métier tech, elle, va diminuer. Et d'ailleurs, c'est exactement ce à quoi on assiste. Ici, on a les courbes qui représentent le nombre d'offres d'emploi sur Indeed dans différents pays au cours des 4 dernières années. Et vous voyez qu'à chaque fois, à partir de 2022, tout s'écroule. Donc si je résume, on a plein de développeurs qui sont virés de leur boîte, et dans le même temps, on a de moins en moins d'entreprises pour les embaucher. Pas le meilleur combo, je vous l'accorde. Mais il se trouve que on peut encore faire pire. Si la situation des devs semblait déjà assez compliquée, fin 2022, OpenAI vient encore remuer un peu plus le couteau dans la plaie. C'est à ce moment-là qu'ils sortent ChatGPT, un modèle d'intelligence artificielle ultra performant, qui semble meilleur que l'humain dans pas mal de tâches, y compris la programmation. Depuis, on a vu fleurir des dizaines d'outils et modèles d'IA destinés spécifiquement à remplacer les devs. Et je pense qu'il s'est pas passé une semaine sans qu'on voit une vidéo sur YouTube ou un article de journal qui annonce la fin imminente du métier de développeur. Oui, ça fait peur, surtout que, vous l'avez bien compris, dans la situation actuelle, si les entreprises peuvent trouver un moyen de remplacer les développeurs à moindre coût, elles le feront. Donc quelque part, je comprends les gens qui perdent un peu espoir et qui pensent même à changer de métier. Mais, avant que vous partiez élever des chefs dans le Larzac, laissez-moi vous dire un truc. Non, c'est pas la fin pour les devs. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous montrer que ceux qui s'adaptent pourront transformer cette crise en opportunité. Bon, on est d'accord, la situation a pas l'air réjouissante. Mais vous savez, c'est dans ces moments-là que des opportunités apparaissent pour ceux qui osent agir. Si vous avez envie de lancer un side project, c'est maintenant qu'il faut vous lancer. Pour vous aider, j'ai créé un boilerplate qui vous économisera des dizaines d'heures dans le setup de vos projets en Next.js. Il y a tout ce qu'il faut pour démarrer, une base de données, l'authentification, et toutes les librairies dont vous aurez besoin pour créer une appli web. C'est totalement gratuit, je vous mets un lien dans la description. Bon, malgré tout ce que je viens de dire, on commence à voir une lueur d'espoir apparaître pour les devs. Déjà, la vague de licenciements semble être derrière nous. Si on en croit le site layoff.fyi qui recense les licenciements dans les métiers de la tech, on a de moins en moins de gens virés depuis 2023. Comme je l'ai expliqué, cette vague de licenciements c'était surtout un rééquilibrage. C'est pas du tout lié à l'IA, c'est simplement que pas mal d'entreprises ont fait un peu n'importe quoi pendant le Covid. Et donc là, il semblerait qu'on soit arrivé à une phase de stabilisation. Et d'ailleurs, si on reprend le graphe que je vous ai montré juste avant, qui montre la chute des offres d'emploi pour les développeurs sur Indeed, alors oui, la courbe peut faire peur, mais en fait c'est pareil, on revient peu à peu au niveau du début du Covid. Et si en France la courbe semble continuer à descendre, il y a de fortes chances pour qu'elle se stabilise prochainement. Parce qu'on voit que c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande cette année, et donc il est probable qu'on suive la même trajectoire avec quelques mois de retard. Et par ailleurs, en ce qui concerne les taux d'intérêt, il semble que là aussi on a atteint un plateau, puisqu'en 2024 ils ont commencé à redescendre. Évidemment, c'est difficile de savoir si ça va continuer dans ce sens, mais ça donne de l'espoir. Et quoi qu'il en soit, il faut bien se rendre compte que la tendance globale pour les entreprises, c'est d'investir de plus en plus dans le numérique. Ici sur ce graphique, vous voyez le pourcentage de boîtes qui investissent dans la tech.
En bleu clair c'est 2020, en bleu foncé c'est 2021 et en vert 2022. Donc clairement la tendance est à la hausse. Alors ça peut sembler contradictoire quand on regarde le nombre d'offres d'emploi qui lui diminue, mais ce que ça nous dit surtout c'est que notre société devient de plus en plus numérique. Évidemment ça aurait été intéressant d'avoir des chiffres pour 2023 et 2024, mais je pense qu'il suffit de regarder autour de nous pour se rendre compte que la tendance c'est vraiment d'aller vers plus de numérique et pas l'inverse. Et ce que ça veut dire inévitablement, c'est que la demande en métier tech, elle va suivre cette tendance et elle aussi, elle va augmenter. Donc si je résume, on dirait que la situation économique se stabilise. En tout cas, ça a l'air d'être vrai pour le monde de la tech, qui est un secteur toujours un peu à part. Du coup, on peut imaginer que les investisseurs vont tranquillement reprendre la confiance et que le marché va se relancer petit à petit. Ce qui au final me paraît être plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, il faut quand même qu'on parle de l'IA. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, et la question à $1 million à laquelle tout le monde cherche une réponse, c'est de savoir est-ce que l'IA va remplacer les devs. Alors spoiler, une partie de la réponse c'est oui, l'IA va remplacer le fait de coder. D'ailleurs c'est déjà plus ou moins le cas, si vous utilisez Cursor ou GitHub Copilot, vous vous rendez bien compte qu'on écrit de moins en moins de code à la main. Mais de là à dire qu'on peut totalement remplacer l'humain dans le développement d'un logiciel ou d'une appli, on est encore très loin d'y être. Déjà, est-ce que vous pouvez me citer une seule entreprise qui a remplacé un dev par une IA? Il y en a peut-être, mais personnellement en cherchant j'ai pas trouvé. Et ça paraît normal parce que quiconque a déjà utilisé une IA pour coder se rend compte que c'est encore très imparfait. C'est-à-dire que ça produit des résultats convaincants, mais parfois totalement à côté de la plaque. Donc quoi qu'il arrive, on doit garder un regard critique et toujours vérifier notre code. Alors je sais qu'il y a une énorme hype autour de l'IA, mais justement, qui dit hype dit qu'il y a peut-être anguille sous roche. En fait, il faut comprendre que la hype c'est un levier marketing ultra puissant. Par exemple, regardez les NFT. Il y a des gens qui se sont fait des millions en créant des collections d'images JPEG, et tout leur travail, ça a été de faire monter la hype autour du projet pour que tout puisse se vendre dès le jour de sa sortie. Et pour l'IA, j'ai l'impression que c'est un peu la même stratégie qui est utilisée. J'en veux pour preuve le nombre assez fou de démos qui sont avérées être totalement fake. Déjà en 2018, on sait que Google avait fake une démo de Google Assistant pour Android. Plus récemment, en 2023, on a appris qu'une démo de Gemini avait été mise en scène et qu'elle reflétait pas vraiment les capacités du modèle. Et il n'y a pas que Google qui fait ça, puisqu'on a appris récemment qu'OpenAI avait engagé une agence d'effets spéciaux pour modifier une vidéo faite avec Sora. Et en ce qui nous concerne directement, on a vu il y a quelques mois l'apparition de Devin, qui promettait littéralement de remplacer les devs. Or, il s'est avéré que dans la démo où il demandait à l'IA de faire une mission sur Upwork, les résultats en fait ne répondaient pas du tout au travail demandé. Maintenant, malgré cette hype qui est probablement exagérée, l'IA reste un excellent outil de productivité. Et d'ailleurs, je suis le premier à m'en servir au quotidien. Le truc, c'est qu'on commence à se rendre compte qu'elle est probablement pas aussi avancée que ce qu'on aimerait nous faire croire, et on entre petit à petit dans une phase de désillusion. C'est un pattern bien connu pour les nouvelles technologies qu'on appelle le cycle de la hype. Donc là vous voyez que si on va entrer dans un creux en termes d'engouement, on va se diriger ensuite tranquillement vers ce qu'on appelle le plateau de la productivité. Et à ce moment on aura certainement un regard un peu plus mesuré sur les véritables capacités de l'IA. Et donc la bonne nouvelle pour nous développeurs, c'est que si vraiment notre métier venait à disparaître à cause de l'IA, ça sera probablement pas avant encore quelques années. En revanche, notre métier va évoluer, ça c'est inévitable. Et maintenant qu'on sait qu'on a du temps devant nous, la véritable question c'est comment on fait pour s'y préparer. Bon, c'est toujours un peu périlleux d'essayer de prédire l'avenir, donc prenez tout ce que je vais vous dire avec un grain de sel. Maintenant, avec le recul qu'on a sur les précédentes crises, comme la bulle internet au début des années 2000, on peut réfléchir à des stratégies pour se préparer au mieux à ce qui nous attend. Alors justement, c'est quoi exactement qui nous attend? Parmi les évolutions que notre métier va connaître, il y en a une qu'on peut prédire avec certitude. Il s'agit de l'automatisation des tâches, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, qui existe dans tous les corps de métier, et ce depuis plusieurs années. Dans notre cas, c'est évident qu'on va avoir des outils de plus en plus performants, boostés notamment avec de l'IA. Et d'ailleurs, on en a déjà un aperçu avec GitHub Copilot ou Cursor par exemple. Ce que ça signifie concrètement, c'est que la valeur du code risque de diminuer vu que ça sera plus facile d'en produire. Mais est-ce que ça veut dire que c'est la fin du code et par extension la fin des développeurs comme on peut le lire un peu partout? Perso, je pense pas. Déjà, c'est pas parce que le code devient plus facile d'accès que soudain, le monde entier va avoir la capacité ni même l'envie de créer ses propres applis. Pour rappel, rendre le code accessible, c'est déjà la promesse du no-code. Pourtant, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on a des experts no-code. Et alors ok, c'est pas des développeurs, mais ça reste des gens relativement techniques. En tout cas, c'est toujours pas Monique de la Compta qui développe des applications. Ne serait-ce que parce que c'est pas son métier et qu'elle a déjà plein d'autres tâches dont elle doit s'occuper. Tout ça pour dire que même si c'est plus accessible, la technique, ça reste de la technique et on aura toujours besoin d'experts pour s'en occuper. Et par ailleurs, il y a certaines industries comme le bancaire, le militaire ou alors des métiers d'ingénieur où on n'est pas prêt de se mettre à utiliser l'IA, notamment pour des questions de sécurité. Donc selon moi, c'est pas le fait de rendre le code plus accessible qui va tuer le métier de développeur. Par contre, si on enlève la barrière à l'entrée pour coder, ce qui semble logique, c'est que les rôles les moins qualifiés, eux,
perdent en valeur ou même disparaissent. Maintenant, il y a une autre évolution qui à mon avis est très probable et qui serait un effet de bord de l'IA. Il s'agit du décloisonnement des métiers. Ce que j'entends par là, c'est que l'IA va probablement nous rendre spécialistes dans plein de domaines. On n'est pas sûr qu'on va atteindre l'AGI, par contre ça semble plutôt raisonnable d'imaginer un futur où on aura tous des assistants pour nous aider dans des tâches ultra spécifiques. Par exemple, peut-être que demain on aura un assistant spécialisé en marketing, un assistant spécialisé en design, etc. Ça veut pas dire que chaque personne de l'entreprise devra assumer tous les rôles à la fois, je pense qu'il y aura encore de la place pour la spécialisation. Par contre, je pense que ça veut dire qu'on attendra beaucoup plus de la part des devs que ce qu'on leur demande aujourd'hui. Donc si je résume, le niveau d'un dev junior d'aujourd'hui, demain, il aura plus beaucoup de valeur sur le marché. Du coup, comment est-ce qu'on peut s'adapter pour continuer à être embauchable ? La première chose, si vous sentez que la valeur de vos compétences risque d'être dépréciée sur le marché à cause de l'IA, il va falloir trouver un moyen de faire remonter cette valeur. Il y a un concept assez connu en marketing qui est celui d'océan bleu versus océan rouge. En gros, si vous êtes sur un marché ultra compétitif, vous allez devoir vous battre férocement avec vos concurrents. C'est un combat qui risque d'être sanglant puisque tout le monde va devoir faire des sacrifices, d'où l'idée d'océan rouge. A l'inverse, si vous êtes tout seul sur votre marché, alors vous n'avez pas besoin de faire couler la moindre goutte de sang, au sens figuré bien sûr, d'où le terme océan bleu. Donc votre but, ça va être d'aller vers un océan bleu. Et pour ça, il faut que vous deveniez unique sur votre marché. Alors, il y a plusieurs stratégies pour y arriver. Par exemple, vous pouvez commencer par vous créer un portfolio. Et ça, c'est pas compliqué. Faites plein de projets, faites des trucs qui vous amusent, simplement pour démontrer vos compétences. Déjà, rien qu'avec ça, vous vous distinguez de la plupart des développeurs. Et d'ailleurs, je vous rappelle que si vous voulez créer des projets rapidement, vous pouvez utiliser mon boilerplate gratuit. Le lien est dans la description. Ensuite, vous pouvez documenter votre parcours. Par exemple, vous pouvez écrire des articles de blog, publier du contenu sur LinkedIn ou faire des vidéos sur YouTube. À mon avis, ça c'est un des trucs les plus puissants que vous puissiez faire, parce que ce qui va se passer, à partir du moment où vous créez du contenu, c'est qu'automatiquement, les gens vont vous coller une étiquette d'expert dans votre domaine, même si vous n'êtes pas le meilleur. Donc vous allez vous détacher du reste de la foule, et donc vous serez plus facile à repérer pour les recruteurs, que ça soit pour un CDI ou pour du freelance. En tout cas, je vous promets que les résultats seront au-delà de vos attentes. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'a fait Codestan, ce gars dont je vous ai parlé au tout début qui a créé son jeu multijoueur et qui a fait des centaines de milliers de vues sur YouTube. Aujourd'hui, je suis prêt à parier qu'il a reçu des centaines d'offres d'emploi ou de collaboration. Voilà, donc ça, c'est pour augmenter votre valeur sur le marché. Maintenant, il reste un problème. Comme on l'a vu, le niveau attendu pour les développeurs risque d'être beaucoup plus élevé à l'avenir. Donc là, pas le choix, il va falloir step up. Alors première chose, ça semble bête à dire, mais prenez de l'expérience. Comme on l'a vu avant, vous avez encore du temps avant qu'on voit des changements significatifs dans nos métiers. Même si d'ici 2 ans, tout est chamboulé, en 2 ans, vous avez largement le temps de monter en compétences. Et à mon avis, la meilleure manière d'y arriver, c'est de créer des projets qui vous intéressent. Déjà parce que ça va vous faire un portfolio, et on vient de voir que c'est hyper important, mais surtout parce que quand on travaille sur un projet perso, on est plus motivé, et on a envie de tenter des nouveaux trucs. Et autrement, si vous êtes un peu chaud, vous pouvez essayer de contribuer sur des projets open source. C'est un excellent moyen de travailler avec des gens vraiment balèzes, et il faut savoir qu'il y a pas mal de recruteurs qui scrutent les repos GitHub à la recherche de la prochaine pépite. Donc c'est aussi un moyen d'être plus visible pour être embauché. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de vous former à des compétences transverses. Ce que j'entends par là, c'est d'améliorer votre culture dans des domaines qui sont plus ou moins liés à votre métier. Par exemple, si vous faites que du web, essayez de vous intéresser un peu plus à l'informatique, ou alors essayez d'apprendre les bases en marketing, en vente ou en design. L'idée, c'est pas de devenir un expert partout, mais d'en savoir juste assez pour savoir quoi demander à une IA pour qu'elle puisse vous aider à combler vos lacunes. De cette manière, vous deviendrez en quelque sorte un super dev, et vous serez capable de surdélivrer quelle que soit la tâche qu'on vous demande. Et ça, je suis persuadé que ce sera quelque chose qui restera pas mal valorisé. Dans tous les cas, ça vous rendra plus indépendant et plus résilient, dans un futur où on ne connaît pas avec certitude les compétences qui auront de la valeur. Vous l'aurez compris, les temps changent. Pendant des années, les développeurs ont joué un rôle central dans l'évolution de notre société et ont bénéficié d'un traitement avantageux. Aujourd'hui, tout ça semble derrière nous et la situation n'est pas brillante. Mais souvenons-nous que c'est pas la première fois que notre métier traverse une telle crise. Après l'éclatement de la bulle internet au début des années 2000, beaucoup pensaient que c'était la fin pour le secteur de la tech. Pourtant, de cette situation chaotique, certains ont réussi à saisir des opportunités. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu naître des géants comme Facebook, YouTube ou Airbnb qui aujourd'hui définissent notre quotidien. Qu'on peut retenir, c'est que c'est justement dans des périodes de crise qu'on grandit et qu'on évolue. Même si c'est difficile, on peut choisir d'affronter l'incertitude et de regarder vers le futur. Pour ma part, ce que j'y vois, c'est que si l'âge d'or dans lequel on était touche à sa fin, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre où tout est à écrire et les opportunités sont infinies. Ce sera différent, c'est sûr, mais je vois un avenir radieux pour les développeurs. Non pas que tout sera facile, mais toujours chercher à apprendre et à s'adapter pour résoudre des problèmes, c'est le cœur de notre métier. Alors aujourd'hui, la vague de l'IA arrive, et on n'en est qu'au tout début. En tant que développeur, on est probablement les mieux placés pour l'affronter. Mais c'est maintenant qu'il faut se positionner. Alors, cherchez votre océan bleu, apprenez le marketing,
lancez des side projects, et quand la vague se brisera, vous serez tout en haut, prêt à la surfer.